Quand on regarde en arrière, déjà on réalise que c'est Hachem qui nous donne des forces incroyables à ce moment-là parce qu'on est là dans une routine. Le jour où j'ai quitté ce travail, j'étais dans un aquarium doré. Je me suis dit en sortant de cet aquarium, comme un poisson, c'est fini. En fait, je suis en train de me suicider. Ça m'a ouvert des voies incroyables, ça m'a changé ma vie. Raphaël Uzan, vous êtes arrivé en Israël il y a 10 ans. Rien ne vous prédestinait vraiment et surtout pas au parcours que vous avez entamé en Israël puisque vous avez grandi dans un milieu orthodoxe et que vous avez décidé d'arriver ici et de faire des études. Exactement. Parcours plein de surprises, plein de tournants dramatiques. Pourquoi de tournants dramatiques ? Parce que chaque fois, j'ai pas été prédestiné à l'étape d'après, en fait. J'ai toujours été dans les traces de mon père, justement. Et vous êtes le fils de Rav Uzan. La chance d'être le fils de Rav Uzan. J'ai été éduqué, en fait, à être ouvert à toute option. Ouvert à toute option, oui, mais vous étiez scolarisé à Pavé. Exactement. Vous n'avez pas passé votre bac en France. Pas en France. Vous avez fait ce qu'on appelle un parcours Kulo Kodesh. Yeshiva. Alors, qu'est-ce qui fait qu'un beau jour, hop, on dévie? J'aurais naturellement continué dans ce parcours, sauf qu'à un moment donné, j'avais une envie de travailler. J'avais envie de créer, j'avais envie d'apprendre. On connaît que ça, on ne sait pas par où commencer. Hein. On sait qu'il y a des docteurs, on sait qu'il y a des gens qui ont des magasins et on se dit c'est comment qu'on fait ça. Donc c'est vrai qu'au début, j'ai tenté le parcours rapide. C'est-à-dire on va taffer. Donc j'ai fait vraiment tous les petits travaux. Tous les travaux d'Astérix. Vous avez même dirigé une macolette. Exactement, à Marseille. Voilà, j'ai organisé des centres aérés, j'ai voulu ouvrir une librairie. Voilà, j'ai eu une année comme ça où j'étais à la fois à la yeshiva à peu près à mi-temps, comme ça, un petit peu un pied dedans, un pied dehors, et où j'ai tenté. Et ça m'a formé. Déjà, ça m'a formé au travail. Déjà, le concept même de travail, parce que à la yeshiva, selon les personnes, certains travaillent dur et certains ne travaillent pas dur. Et c'est vrai qu'à l'Yeshiva, j'ai pas travaillé dur. Ça veut dire quoi ? Vous chauffiez les bancs ? Non, je chauffais pas les bancs, mais on va dire qu'il y a beaucoup d'heures dans une journée. C'est vrai qu'à l'Yeshiva, pour moi, une journée, c'était 6 heures. Et maintenant, on se rend compte quand on travaille qu'une journée peut avoir 12 heures. 13 heures. Et on peut être actif pendant très longtemps. Je travaillais dur à l'époque à Marseille. Après cette expérience, on va dire, avec le monde du travail, tu décides de partir en Israël pour commencer des études. Exactement. Alors, c'est vrai que moi, j'ai fait la yeshiva à Paris. Après, j'ai fait la yeshiva à la frontière suisse, Saint-Louis. Après ça, j'ai fait la yeshiva à New York. Donc j'ai fait un petit peu, j'ai trotté à travers le monde, encore une fois, en me recherchant. Et j'ai connu des cultures. Alors je connaissais bien la culture israélienne parce qu'il y avait beaucoup d'Israéliens qui venaient chez nous souvent, qu'on invitait. Donc je parlais déjà hébreu couramment en France. Et donc quand j'ai décidé à un moment donné, je me suis dit je veux faire des études. Qu'est-ce qui fait que vous avez eu ce déclenchement ? Le déclenchement, c'est que j'ai compris qu'en réalité, dans le travail, il y a travailler sur le tas, quoi. Et à un moment donné, j'ai compris que je n'avais peut-être pas les outils, en réalité, pour travailler de façon professionnelle et organisée. J'étais assoiffé de connaissances, donc je me suis dit je veux faire des études, je veux apprendre le travail de façon professionnelle. Et c'est là que j'ai réfléchi aux options que j'avais devant moi. Et à cette époque-là, je côtoyais justement, en vous parlant de tous ces Israéliens qui venaient manger chez nous, dormir chez nous. Il y avait des sous-directeurs du Machon Lev, justement, qui étaient venus en France pour un congrès ou je ne sais quoi. Et donc, justement, ils habitaient chez nous. Et donc, à l'époque, j'avais parlé avec eux et ils m'avaient encouragé à venir justement faire mes études au Machon Lev. Et c'est ce qui s'est passé. Alors, faire ces études au Machon Lev, pourtant, vous n'aviez pas le bac. Donc, il faut, j'imagine, une remise à niveau. Exactement. Mais il paraît que c'est facile quand on a été habitué à étudier toute son enfance la Torah. Il paraît que ça se fait facilement. Je dirais pas que c'est automatique. Il y en a beaucoup qui ont beaucoup de mal. C'est un mythe que de dire qu'une personne sort de la yeshiva, tout le monde a une tête incroyablement bien faite, qui fait qu'en 5 jours, il peut devenir PDG de Google. Non, c'est complètement faux. Il y a des bases de mathématiques, des bases d'anglais, des bases d'informatique que tu n'apprends pas en étudiant la Gemara. Mais oui, pour certains, ça peut ne pas être très compliqué. Est-ce que chez vous, ça s'est bien passé aussi, cette nouvelle de se dire finalement, non seulement je vais arrêter les yeshivas, je vais faire des études et en plus, je vais partir en Israël ? Je peux pas dire que je suis dans ceux qui ont fait un sacrifice énorme en allant en Israël. J'avais de la famille, je parlais hébreu, j'étais célibataire, j'avais pas de biens en France, j'avais pas beaucoup de choses à quitter en France. C'est une aventure plutôt... Ouais, c'était une aventure. C'est pour ça qu'il faut bien faire la différence entre les gens qui font leur alia quand ils sont jeunes ou bien étudiants, avec des gens qui font leur alia avec des enfants, avec un métier, avec une maison, là c'est vraiment des gens qui font un sacrifice incroyable et je suis émerveillé par ces gens-là.
comme mes parents qui ont fait leur alia. C'est s'arracher de ses racines. Mais on a toujours voulu venir en Israël, quoi. Ça veut dire pour nous, c'est presque naturel. Mes sœurs, chacune qui se mariait en Israël, c'était presque automatique. Pourquoi ? Parce que c'était plus viable en France ? Parce que c'était une suite logique ? Pourquoi ? Je ne pourrais pas dire plus viable, parce que franchement, on a bien vécu. Je ne pourrais pas dire qu'on a été victime d'antisémitisme ou quoi que ce soit, parce qu'encore une fois, on habitait vraiment dans la rue pavée. C'est parce qu'on sait en Israël qu'il y a les Juifs. Ils sont là. C'est en Israël qu'on a... C'est beau, on venait en vacances ici tous les ans depuis déjà quelques années. On développe un amour pour ce pays et pour les gens qui sont ici. Et... L'arrivée se passe comment pour vous, au Machon Lev ? C'était pas facile du tout. Je suis venu en Israël et mes parents devaient venir pour les vacances aussi en Israël pas longtemps après. Et là, mes parents ont décidé, de façon très spontanée et incroyable, de faire leur alia. Eh ben, c'était plutôt sympa pour vous, alors. Voilà, exactement. Donc, je m'attendais pas. Donc, il se trouve que j'ai fait à peu près ma alia peut-être une semaine avant mes parents. Alors, pourquoi vous dites que c'était pas facile ? Mes parents sont allés habiter à Bnei Brak. Mon père est arrivé ici sans métier. Rabbin. Mais même rabbin, il avait pas vraiment de métier. Donc, c'est-à-dire que vraiment, sa première année d'alia, ou même 2 années d'alia, était difficile financièrement. Mais vraiment difficile, puisque mes parents n'ont jamais rien eu, ni de maison, ni de voiture, n'ont jamais eu aucun bien, ni d'argent de côté. Il n'y avait personne pour vous aider vraiment, en fait. Voilà, donc moi je devais aller faire mes études avec... mes parents ne pouvaient pas m'aider à l'époque, c'était pas possible, c'était pas envisageable. C'est-à-dire, ils m'aidaient bien plus que ce qu'ils pouvaient, mais c'était pas suffisant, donc c'était dur. Donc cette première année, en fait, il fallait que je trouve un hébergement à Jérusalem, donc j'ai trouvé un petit boulot que j'endormissais des enfants... le soir dans une yeshiva et je dormais dans un petit coin qui faisait la taille de cette table. J'avais un lit et qu'au bout c'était mes affaires en dessous du lit. Bon, j'ai vécu une première année qui était très challenging. J'ai dû sacrifier quelque chose, d'accord, une certaine aisance. Donc au début c'était un peu difficile et après les choses elles se sont faites. Donc, vous avez passé le bac, remise à niveau, au sein du Machon Lev ? Au sein du Machon Lev, exactement. Et donc ça c'est merveilleux, c'est une opportunité qui donne à toute personne qui n'a pas fait d'études de pouvoir faire une mise à niveau. Pour certains, en 1 an et demi, 1 an, c'est à peu près, ça se joue comme ça, et c'est franchement une très belle chance. J'ai arrêté toute étude profane, voilà, à l'âge de 13 ans, de pouvoir en 1 an rattraper tout le gap, c'est pas mal. Donc ça, c'est une belle chance qui m'a été donnée, et après ça, j'ai commencé 4 ans d'études au Machon Lev. Vous êtes resté là-bas, qu'est-ce que vous avez étudié ? Alors, j'ai étudié ce qui s'appelle Handasat Ta'asiyah Ve'Niyul, en hébreu, en français, ils appellent ça génie industriel ou ingénieur industriel. Ça vous a plu ? Franchement, génial. Vous avez eu le sentiment de trouver votre place, trouver ce que vous cherchiez dans le monde ? Complètement, c'était vraiment 4 années merveilleuses. Ça n'occupait pas ma vie, parce que c'était 4-5 heures par jour. Le reste de mes journées, justement, je travaillais, encore une fois, les petits boulots, etc., puisque je me suis marié en première année. Ma femme qui avait aussi fait sa alia 1 an avant, à peu près en même temps que moi. On se connaissait pas, on s'est connus ici en Israël. Et elle aussi étudiait au Machon Lev côté fille. Imaginez 2 étudiants, donc il faut faire des petits boulots à côté pour survivre. Mais c'était des très très belles années. Et c'est un parcours à encourager, c'est un beau parcours. On a l'impression que c'est très long. C'est vrai, si on fait que ça, c'est très difficile. Voilà, j'ai beaucoup d'amis qui ont... Beaucoup d'amis, il faut le savoir, qui arrêtent les études au milieu. Parce que la moitié de ceux qui ont commencé avec moi n'ont pas fini. C'est souvent des célibataires, mais qui font que ça. C'est-à-dire qu'ils font que ça, donc ils sont pas assez occupés. Alors, est-ce que vous aviez une revanche à prendre ? Une fois que vous avez terminé vos études, est-ce que vous aviez envie de prendre votre part dans cette Startup Nation qui fait tant rêver ? Alors, c'est sûr. Encore plus quand on a fait ce pas de sortir d'Aïshiva, qui n'était pas facile encore une fois, d'accord, qui n'est pas facile du tout. On se met la pression, on se dit, je suis sorti, il faut que je sois meilleur. Exactement. Je peux pas me permettre d'avoir fait un sacrifice pareil pour à la fin être moyen. Donc pour moi, c'était obligé de pouvoir entrer vraiment dans l'industrie intéressante en Israël, qui peut être Startup Nation ou autre chose, hein, mais je veux dire, il fallait raise the bar, comme on dit en anglais. Donc, vous êtes rentré dans une grosse boîte, Procter & Gamble, après un long process. Un process, exactement. C'était une chance. Voilà, ça c'est ce qu'on appelle un miracle. Et des fois, comme ça, on a des choses qui arrivent. C'est une petite société en Israël, 35-40 employés. Très difficile de rentrer là-bas et Baruch Hashem, après ils n'avaient jamais embauché de religieux. Vous faisiez tâche là-bas ? Complètement, un tiers d'arabes, des gens de gauche, ça veut dire la plupart du bureau votaient Meretz, quoi. C'est dur d'être confronté très dur. Pour la première fois de votre vie à ce mélange. Vraiment. Alors heureusement qu'en tant que Français, on a quand même une certaine ouverture d'esprit, etc. Vous êtes resté 4 ans dans cette société. 4 ans dans cette société, voilà. À Tel Aviv, c'est vrai que bon, avec beaucoup de restaurants, beaucoup de sorties, beaucoup de voyages, etc. Donc souvent, on en arrive à être à des situations qui sont délicates où je dois expliquer que je peux pas faire partie de la... D'accord, si tout le monde va à la plage parce que c'est un jour où ils ont décidé qu'ils veulent faire
Bon bref, je vais pas citer toutes les fois où j'ai dû m'esquiver. C'est difficile dans la culture d'entreprise tel-avivienne. C'est difficile parce que malheureusement dans certains endroits, il y a une animosité entre le monde religieux et le monde non religieux. Alors c'est pas tout le monde, mais elle existe. Vous l'avez ressenti ? Ah oui, bien entendu. J'ai passé là-bas en 4 ans 3 élections, puisqu'en Israël c'est tous les ans qu'on est lié à la Knesset. Et c'est vrai que c'est des périodes où c'était chaud. Encore, moi, je n'avais aucun avis. J'ai jamais ouvert ma bouche à ce sujet-là, puisque je n'en ai pas d'ailleurs. J'étais vraiment dans cette élite ashkénaze d'extrême gauche, et vous vivez avec eux vraiment du matin au soir, et vous les entendez parler en essayant de se boucher les oreilles, quoi. Mais faut se dire que pour une personne ashkénaze d'extrême gauche tel-avivienne, un juif religieux n'est qu'une sous-catégorie de on est des animaux, ça veut dire on est des gens qui n'avont pas de cerveau, qui sont complètement. Mais pourtant vous travaillez avec eux, vous essayez, voilà, exactement. Ça se trouve, Donc après ils vont te dire voilà, c'est incroyable, donc tu dois être différent, c'est pas possible. C'est-à-dire si tu réfléchis, c'est que t'es pas, tu dois être une exception. C'est dur quand on fait son alia. Alors ouais, c'est toute personne qui fait son alia, c'est cette différence où en Israël, en France, quand on est dans le métro et qu'on voit à 200 mètres un juif avec une kippa bleue tricotée ou blanche, ou même un non-juif mais qui parle un petit mot, qui dit Shabbat Shalom, on est tellement heureux de voir un juif, c'est incroyable. Et là, tu arrives dans un pays où c'est normal puisque y a presque que des juifs, et d'un coup tu vois de l'animosité entre les juifs, et ça c'est très difficile. C'est très, très difficile. Autant il y avait certains qui étaient très sympathiques, je dis pas ici tout le monde, mais autant il y avait certains avec une réelle haine, mais une haine profonde des religieux, de la religion, de la droite, de la. Ça fait du bien de voir ce qui se passe en dehors de son microcosme. Alors oui, complètement. Ça, je pense que c'est très important dans les deux sens, parce que moi, je pense aussi leur avoir apporté à ce niveau-là, c'est que vraiment certains. Il m'est arrivé d'avoir des discussions où j'ai réalisé que certains, une personne qui est chiloni par exemple à Tel Aviv, certains n'ont vraiment jamais rencontré un religieux de leur vie. C'est-à-dire autant des fois comme le français en campagne qui peut croire que le juif il a une queue et un nez parce qu'il n'a jamais vu de juif et qui peut croire que voilà, vraiment on a la même chose aujourd'hui malheureusement en Israël. Donc moi ça m'est arrivé plusieurs fois de les prendre, de les amener à Bnei Brak. Tu les as amenés à Bnei Brak. Ouais, exactement. Plusieurs fois on a organisé c'est-à-dire j'ai beaucoup poussé à ça, de les amener, venir voir les gens qui font des achats. On est venu à Jérusalem, on est venu au Kotel. C'est sûr que j'ai essayé, pas seulement moi, parce qu'eux aussi, ils sont allés avec cela, mais c'est fou parce que tu te dis, on se dit que Tel Aviv, Bnei Brak, c'est à 400 mètres d'espace, et pourtant, il y a des vraies barrières virtuelles qui sont bêtes, parce qu'encore une fois, nos grands-parents étaient ensemble à Auschwitz, et ça veut dire on est le même peuple. C'est ça qui est difficile pour nous en tant que Français, c'est qu'on se dit, mais sur quoi on se bat? J'ai pas compris. On a des missiles qui sont sur nous et on se bat. On le voit dès qu'il y a une guerre en Israël, d'un coup tout le monde s'aime, tout le monde s'adore. Ça, c'était ce que vous viviez dans votre expérience au quotidien, mais c'était aussi difficile parce que vous viviez à Jérusalem à l'époque, donc il y avait toute une logistique à mettre en place, travailler très très dur, de nombreuses heures. Exactement. Il n'y avait plus beaucoup de place pour l'étude, pour une vie personnelle plus riche. Familiale. Comment on vit ça? C'est un challenge. Voilà, on parle d'Alia Story. Challenge en Israël, les heures de travail, bien entendu, en tant que salarié, 9 heures. C'est comme ça. Pour moi, c'était sûr que j'habitais à Jérusalem. Ça a toujours été clair. Pour moi et ma femme, on habite à Jérusalem, on adore Jérusalem, c'est une ville incroyable. On ne va pas en parler trop longtemps, mais c'est une chance, c'est incroyable, quoi. Chaque jour, on se réveille, on se dit on habite dans cette ville la plus importante du monde, la plus incroyable du monde. On sait que les salaires sont plus élevés dans le centre, mais d'aller travailler dans le centre. Alors à l'époque, il n'y avait pas encore le train, la ligne de train. C'était une histoire de 2 heures de chaque côté, donc 4 heures par jour de trajet, 9 heures par jour de travail. Ça fait, il reste plus beaucoup d'heures ni pour l'étude, ni pour la famille. C'est-à-dire autant j'ai quitté la yeshiva, autant j'ai grandi avec certaines valeurs. Et quand on a grandi avec des valeurs où on sait que la vie c'est pas l'argent, c'est pas le travail. Ça aide quand même. Ça aide quand même, mais c'est pas une vie. C'est-à-dire si on finit notre vie avec juste un salaire et un poste, autant peut-être pour quelqu'un d'autre, c'est peut-être bien avec des parents comme les miens qui ont donné leur vie pour la famille, pour la Torah, pour le peuple juif, etc. En quelque sorte, au bout d'1 an déjà. Vous avez tenu quand même 4 ans. Alors oui. Presque 5. Oui. Parce que, encore une fois, cette rage, comme vous dites, cette revanche qu'il faut bien que je travaille, un travail qui est intéressant. Comment on fait pour quitter un poste pareil, intéressant, très bien payé, on se sent privilégié? C'est pas facile, et je pense que tout le monde doit savoir couper le cordon à un moment donné. Ça, encore une fois, c'est une force que j'ai appris de mon père.
Vraiment, il a été capable un jour de faire son alia comme ça en 5-6 jours. Mais c'est pas facile, mais quand on regarde en arrière, déjà on réalise que c'est le bon Dieu qui nous donne vraiment, c'est Hachem qui nous donne des forces incroyables à ce moment-là parce qu'on est là dans une routine. Ça m'a ouvert des voies incroyables, ça m'a changé ma vie le jour où j'ai quitté ce travail. Mais ça, vous ne le saviez pas encore. Voilà, vous j'étais avez dans eu un des aquarium surprises du doré, destin. voilà, exactement. Je me suis dit en sortant de cet aquarium, comme un poisson, c'est fini. En fait, je suis en train de me suicider. Donc ça a été très dur à prendre comme Très décision. dur. Et on entend souvent des histoires comme ça, Oui, des gens sûr. qui croient que ça y est, là, Bien ils ont sûr. fait la pire Erreur de leur vie. Mon père, c'est quand il a décidé de faire son alia, par exemple, il a prêté sa voiture à un étudiant de la yeshiva de Pavé. Il a explosé la voiture totalos. Et c'est là que mon père, il a dit, c'est bon, on peut faire la alia. Il a tout de suite, il se switch. Il a dit, ok, c'est bon, on n'a plus rien maintenant. C'est bon, on n'a vraiment plus rien. Donc parfois, il y a des choses comme ça, on les voit, c'est vraiment un beau moussard, quoi. Donc vous vous retrouvez en pleine période de corona sans travail, Exactement. en vous disant mais qu'est-ce que j'ai fait? Voilà. J'ai arrêté ce travail 3-4 mois avant le début du corona. Et donc, j'ai commencé à chercher activement du travail. Vous êtes resté combien de temps au chômage? 1 an et demi. Ok. 1 an et demi, mais pas vraiment au chômage, puisqu'après, au bout d'un moment, au bout de 2-3 mois, j'ai vu que c'était impossible de chercher du travail, puisqu'il y avait le corona et que vraiment le marché du travail était sec complètement, surtout que j'étais vraiment dans une niche bien précise, c'était pas facile. Et aussi, comme je voulais le dire, je m'étais fixé vraiment de plus retomber dans ce piège, de rentrer dans un monde du travail où c'est fini, il n'y a que ça. Donc je cherchais un travail à Jérusalem, avec une possibilité d'étudier, avec un salaire correct. Il fallait rêver pour y arriver. Donc après, j'ai ouvert une petite activité personnelle de consulting. J'étudiais le matin et l'après-midi, je faisais donc du consulting aussi auprès de 6 sociétés françaises, israéliennes. Vous avez réussi à tirer plus ou moins votre épingle du jeu, mais vous avez eu un cadeau pendant cette période, grâce à vos sœurs, voilà. qui vous inscrit à un espèce de concours, voilà, de concours musical, puisque on ne le sait pas, on ne l'a pas encore dit, mais vous chantez. J'ai toujours aimé ça, je le pratiquais de façon amateur professionnelle, ça veut dire un petit peu des roupots, des mariages, des bar mitzvot, mais 3-4 événements par an à peu près. Voilà, mais c'est pas un métier, c'est pas de ça qu'on fait. Votre plaisir. Voilà, c'était un plaisir et c'est sûr que toute personne qui fait ce que je faisais, c'est-à-dire de chanter un petit peu, rêve à un moment donné de pouvoir passer l'étape supérieure. Mais c'est donné à très peu de personnes en réalité. Alors vous avez des sœurs très sympathiques qui vous ont inscrit à ce concours organisé par la radio orthodoxe Kol Chai. Exactement. 300 candidats. J'y vais en ayant très peu d'attentes. Alors c'était en plus pendant le corona, donc en plus ça s'est étalé sur... c'est vraiment un concours qui s'est étalé sur plus d'1 an. Parce que justement, il fallait chaque fois, il y avait la moitié des candidats qui étaient en bidou, la moitié des candidats qui étaient malades, corona. Donc c'était tout le temps repoussé, donc c'était étalé sur très longtemps. J'avais le temps d'oublier en fait entre chaque étape que je faisais encore partie de ce concours. Résultat des courses. Miracle d'étape en étape, vraiment miracle, parce qu'encore une fois, j'étais face à des candidats qui avaient bien plus d'expérience que moi, des personnes qui étaient solistes depuis tout petit, des gens qui ont déjà fréquenté les plus grandes scènes. Et moi, voilà, j'avais jamais dépassé le chanter avec un pianiste derrière moi. Vous avez gagné. Voilà. Exactement. Donc c'est sûr, jusqu'aujourd'hui, c'est incroyable. C'est un rêve. Oui. C'est un rêve, c'est un miracle aussi parce que vraiment, des fois, on voit la main d'Hachem, voilà, dans certaines choses. Autant il y a certaines choses où on se dit, ça c'est vraiment, j'ai taffé dur. Autant là, c'est plein de petites décisions comme ça que j'ai pu prendre, de choisir telle chanson, de parler avec un tel, de venir à tel moment. Vous avez gagné avec quelle chanson? Alors la dernière, c'était la chanson qui a été chantée, justement, parce que comme c'était 1 an après le malheur de Méron, et là-bas, il y avait un chanteur qui avait été écrasé, et donc une chanson qui s'appelait Kerachemav, qui avait fait beaucoup, qui avait ému beaucoup les gens, justement, et c'est cette chanson que j'avais chantée tout à la fin, et donc c'est là que c'était la dernière chanson quand on n'était plus que 2. Aujourd'hui, est-ce que c'est une carrière que vous avez envie de poursuivre, parallèlement bien sûr à votre job, Voilà. mais est-ce que c'est quelque chose qui vous tient à cœur, qui vous porte? Complètement. C'est pour ça que je dis merci Hachem, parce que vraiment c'est une sorte de raccourci. Je n'ai jamais pensé qu'à l'époque, quand j'ai quitté Procter & Gamble, qu'un an après, je pourrais chanter dans un concert avec Abraham Fried en duo. Oui, parce qu'il vous arrive des trucs incroyables. Voilà. On est venu vous chercher pour participer à des concerts. Vous avez aujourd'hui un manager, ce qui n'était pas du tout... Exactement. Et quel manager? On peut préciser quand même que c'est le manager de Shulirand. Voilà, exactement. Entre autres. Voilà, Jonathan Razel, Oad Moshkovitz. Donc c'est vrai que d'un coup, de côtoyer
ces stars en quelque sorte que étant petit on s'imaginait pas qu'un jour on leur dirait bonjour et d'un coup on se retrouve dans le même bureau qu'eux, dirigé par la même agence. Ça s'appelle un cadeau et vraiment c'est arrivé au bon moment. Ce concours il aurait pu avoir lieu 1 an après, 1 an avant et je n'aurais pas pu arriver à ce résultat. Et là c'est tombé au bon moment quand j'avais le temps justement de m'investir pour ce concours. Ça a toujours été ma passion donc c'est magnifique. C'est magnifique d'un coup de voir de la musique vraiment de très haute qualité, de pouvoir chanter avec des orchestres de 12, 15 musiciens et ça emporte. Il faut dire que vous avez une très belle voix, hein. J'encourage ceux qui nous suivent. Il y a beaucoup de gens qui ont une belle voix aussi. Oui, c'est vrai, mais vous avez une très belle voix. Si vous avez gagné, c'est pas par hasard. Donc, si on a envie de vous découvrir, on peut. Il y a une chanson à vous qui s'appelle, je crois, Ana Bechazdecha. Alors, c'est assez rigolo, parce que c'est un piout tunisien, version ashkénaze. Moi, je suis une tchouk-tchouka. Donc, moi, mon père est tunisien, ma mère est moitié ashkénaze, moitié marocaine. Je suis marié avec une ashkénaze qui est elle-même fille d'ashkénaze et d'algérien. Bon, j'ai de tout. Mais c'est vrai que j'ai surtout chanté ashkénaze dans ma vie, même si on chante aussi, bien entendu, les pioutines tunisiens à la maison, etc. Donc là, en fait, on m'a proposé plusieurs chansons. C'est pas moi qui l'a composé. Et plusieurs chansons que j'ai entendues. Et quand j'ai entendu cette chanson qui m'a beaucoup touché, qui avait été composée par un certain El-Hanan El-Haddad, qui est donc des paroles composées par Asher Mizrahi, qui est donc quelqu'un qui compose des chansons, des paroles en tout cas, et il est tunisien, interprétées sous un air et une composition ashkénaze. Et j'ai beaucoup aimé ce mélange. Et c'est voilà. un peu vous, quoi. C'est un peu moi, exactement. Alors vous avez plein de projets, évidemment, d'écrire des chansons, de vous faire écrire des chansons, de continuer. Vous avez envie de sortir un album? C'est sûr, c'est l'étape d'après, même si aujourd'hui on parle moins d'albums, on parle plus de singles. Vous chantez en français aussi? Alors je chante en français aussi, il y a une chanson qui va sortir prochainement sur le thème de la Alia, justement. Voilà, on est vraiment bien tombé. La boucle est bouclée. La boucle est bouclée. Une chanson qui a été composée par Nathalie Roubine. J'aimerais arriver à avoir plus de temps pour pouvoir composer, pour pouvoir moi-même jouer, etc. Mais ça, ça viendra plus tard. Aujourd'hui, vraiment, mon but, c'est petit à petit d'avoir de plus en plus de public, de plus en plus d'occasions pour vous produire. Pour produire, exactement. Vos parents vous disent quoi aujourd'hui quand ils voient le chemin parcouru? J'imagine qu'ils n'ont pas toujours été d'accord avec vos décisions. C'est sûr que je leur ai pas fait la vie facile à mes parents puisque j'ai pas suivi exactement. Un parcours linéaire. Voilà, pas parcours linéaire. J'ai fait beaucoup de frayeurs à mes parents. Ils sont fiers aussi de savoir que je suis avec tout ce parcours où plusieurs fois j'aurais pu perdre mon identité juive, religieuse, etc. Autant je suis dans le chant et dans le monde du travail, autant les valeurs qui m'ont inculquées sont omniprésentes chez moi. Vous avez trouvé votre place aujourd'hui? En fait, la vie, elle est tellement active en Israël, j'ai pas eu le temps encore de me poser cette question. Mais voilà, aujourd'hui, j'ai 4 enfants, 4 filles merveilleuses. En fait, une fois qu'on est dans la vie active, je suis très heureux, quoi. Je suis très heureux. Est-ce que c'est ma place? Qu'est-ce qui m'attend l'année prochaine et l'année d'après? Je n'ai aucune idée. Mais ouais, il y a une certaine stabilité qui est pas mal.